C'est l'heure de la 5ème de couve, on parle de Billy Bat. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Nous allons aujourd'hui, et une fois de plus, disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga de Naoki Urasawa. Une émission 100% Billy Bat, enregistrée le 19 octobre 2017. Une heure pour parler, débattre et analyser de cette œuvre fleuve. 20 tomes hein, tout de même. Une histoire de chauve-souris mystique entre fascination, complot et déception qui parfois va nous entraîner sur de nombreux terrains, même tout le temps va nous entraîner sur de très nombreux terrains. Pour en parler, nous accueillons un invité spécial. Il est peut-être l'un des plus grands connaisseurs des œuvres de Naoki Urasawa en France. Il est auteur, il a écrit un livre sur Harrison Ford. Il s'agit d'Alexis Orsini. Bonjour Alexis. Salut. Tu t'occupes notamment du site La Base Secrète, un site qui est entièrement consacré au travail de Naoki Urasawa, c'est bien ça? Actu, critique, analyse, il y a tout dessus. C'est ça, ouais, en fait, un site que j'ai créé en 2005 et qui est encore bien actif aujourd'hui. Avec un forum aussi qui a l'air très très actif. Toutes les discussions sont possibles et imaginables. Sont possibles et imaginables, malheureusement un peu moins actifs, mais c'est l'époque des réseaux sociaux qui veut ça. Avec nous, il y a Johnny, il s'est préparé, il a avalé les 20 tomes de Billy Bat à une vitesse record. Salut Johnny. Ouais, une semaine. Mais en même temps, heureusement, je vous expliquerai pourquoi, parce que je l'aurais pas fait. Ne spoil pas. Robin est en pleine forme, et attention, on va parler de l'un de ses mangas préférés pendant une heure. Préféré d'un de mes auteurs préférés. D'un de tes auteurs préférés. Salut Robin. Salut. Flavien est là et lui aussi il nous aidera à classer Billy Bat, à le mettre dans une case en tout cas, on espère. Salut Flavien. Salut. Hashtag 5DC pour réagir et vous aussi parler de Billy Bat sur les réseaux sociaux. Merci de nous suivre et c'est parti. Oh, this you crazy mother! Alors autant vous le dire, on ne pourra pas aborder tous les sujets qui jalonnent les différents arcs narratifs de Billy Bat. On va essayer d'en dire un maximum, mais forcément on ne dira pas tout. Notamment la fin dont on parlera à la fin. C'est-à-dire que là pendant 3 quarts d'heure on va parler jusqu'au tome 18. Voilà. C'est comme ça commence par la fin. Comme ça commence par la fin, c'est titre. Ouais. À la fin, le dernier quart d'heure de l'émission sera consacré au tome 19 et 20, à la fin du tome. Donc si vous avez lu jusqu'au 18, c'est bon, vous pouvez écouter. Et si vous avez pas lu jusqu'au 18, bon, vous spoilera. Si vous avez tout lu, vous pouvez tout écouter. Petit tour de table donc, comment vous avez connu Billy Bat, les uns et les autres? Comment vous êtes tombé dessus la première fois, Flavien? Moi, c'est une chauve-souris qui m'a parlé et qui m'a dit en fait, tu dois lire Billy Bat parce que c'est quand même une Urasawa. Et que ça paraît d'être pas mal. Du coup, voilà comment ça s'est passé. Et en vrai Elle était nord ou blanc. Et en vrai, du coup, j'ai regardé la lune et j'ai vu une trace. Et en vrai, en fait, je suis l'actu du Urasawa depuis moult temps. Et tu lis chacun de ses titres. Et je lis chacun de ses titres. Et du coup, c'est pareil pour toi ou pas, Alexis? Moi j'ai découvert ça en 2008, donc à l'époque où ça venait de sortir au Japon et c'était pas du tout sorti en France. Et d'ailleurs à l'époque les réseaux sociaux étaient pas très développés. Je me souviens qu'on croyait sur le forum, vu que le premier chapitre est une mise en abîme sur un comics, que effectivement c'était bien un comics redécouvert par Urasawa. Donc on a été assez surpris dès le deuxième chapitre de voir ce qu'il avait prévu derrière. Tu m'étonnes. Robin, t'es tombé dessus comment toi? Parce que c'était le nouveau Urasawa. Donc 2012. Ouais, voilà, quand c'est sorti, j'ai fait bon bah oui, tu vas lire. Je vais le lire. Et toi Johnny? Moi j'étais libraire à cette époque-là et du coup je lis toutes les nouveautés, j'avais pas le choix. Et comment il parle comme ça? Moi j'ai pas le choix. C'était sympa mais au bout de 3 tomes tu fais c'est bon j'arrête. Et t'as arrêté tout de suite au bout de 3 tomes? Je continue pas. Ce mec est fou. Oui mais hein. c'est parce que je voyais le truc, enfin tu piges plus rien entre 2 tomes parce que les tomes ils sortaient pas non plus de manière très rapprochée. Alexis, et sachant ce qui se passe au tome 3, tu fais mais on est où là, je comprends pas. Tu peux t'insurger Alexis, tu peux. C'est vrai que dès le tome 3 ça surprend quoi. Mais d'ailleurs il y a beaucoup de lecteurs qui ont préféré attendre qu'il y ait plein de tomes qui soient sortis pour pouvoir enchaîner et je pense que c'était la bonne chose à faire. Non minimum, moi je suis tombé dessus au Japon en 2010 ou 2011 et j'avais vu un vieux monsieur qui lisait un magazine de prépublication. C'était pas très poli mais j'ai un peu regardé par-dessus son épaule et j'ai fait mais pourquoi il lit un comics ou un truc bizarre et on dirait qu'il lit un vieux comics dans un magazine de prépub japonais. J'ai pas compris, j'avais pas fait attention à cette époque-là, j'ai pas réfléchi ce jour-là. Et donc du coup, j'ai eu la chance
qu'il le jette, qu'à la fin il le pose, il le laisse dans le métro. Et donc du coup j'ai pu le prendre. Et là j'ai regardé, j'ai pas compris non plus que c'était Aoki Urasawa. Et un mois après, quand je suis rentré en France, là effectivement je me suis renseigné et j'ai vu. Ah ok, bon. Alors je vais me concentrer un peu plus maintenant et je vais regarder. Mais il est sorti quand encore ça parle 2012. Oui. Ça a mis 4 ans entre. Et moi ça m'a pas autant choqué que ce soit. Parce d'une autre forme en fait. Parce que nous on l'a eu en volume relié quoi, donc du coup c'est le premier chapitre, mais après très vite tu retrouves Urasawa quoi. C'est vrai que j'imagine si tu le découvres en chapitre et que et que tu tombes sur un chapitre où c'est quasiment que des histoires de la chauve-souris avec un style en plus, je crois que c'est le style Yamagata. Mais moi je trouve ça plutôt. Ça m'a rappelé aussi un peu ce qu'ils faisaient aussi à l'époque dans les premiers dessins japonais quoi. Du coup, le truc en couleur, etc., ça m'a juste rappelé un peu ces premières formes de comics à la japonaise, où les japonais plagent les cartoons à la japonaise. Ça m'a juste rappelé ça et je me suis pas dit c'est un comics quoi. Non mais t'imagines, moi en ce qui me concerne, je suis un Français au Japon, je suis dans le métro, je vais à Akiba et je vais m'acheter plein de trucs Dragon Ball. Et là je vois un monsieur qui est en train de lire un truc qui a l'air vieux dans un magazine récent. Bah ouais, mais ça m'étonne pas. Par exemple, du coup, je suis un peu choqué. Oui, mais la série qui continue encore, qui est faite par l'artiste, par la mangaka japonaise où il y a plus de 200 titres, 200 chapitres. Je sais plus le nom du manga, mais tu vois, c'est le même style quoi. Ouais, mais du coup, comme tu sais pas le nom, on peut pas vraiment te dire. Oui, non, ça c'est ton truc, ça à chaque fois. C'est la deuxième femme mangaka, du coup, c'est une des plus connues. Mais là, son nom m'échappe. Je vais regarder tout de suite. Ok, je regarde. Bon, parlons de Billy Bat, un manga que je trouve impitchable. En fait, on peut essayer, hein. En une phrase. Quel est le pitch, Robin, de Billy Bat? Soit séduisant. Eh ben, c'est l'histoire d'un auteur de bande dessinée qui se rend compte que quand il dessine des bandes dessinées, ce qu'il dessine peut ou ne peut ne pas se produire, mais il peut se produire. Et donc du coup, il a une espèce de faculté de prédire l'avenir par ses bandes dessinées. Point. Ça c'est ton pitch. Voilà, c'est bon. Alexis, je te laisse essayer. Moi je dirais c'est une chauve-souris qui traverse les époques et qui influence le cours de l'histoire. Point. Denis. Moi je dirais que c'est un thriller qui revisite toi c'est un argu. Oui, c'est ça. Ah oui, merde, ça n'arrive pas. C'est un dessinateur qui va se rendre compte qu'il pensait avoir plagié quelqu'un et en fait il va tomber dans une histoire de thriller et de complot politique. Flavien. Allez, je fais le mien, je te laisse réfléchir. Non mais c'est l'histoire c'est l'histoire de la quintessence d'un auteur qui sublime son œuvre. Moi j'ai un auteur de BD qui part à la recherche de l'origine de son personnage mais trouve à la place un complot qui le dépassera, lui et tous ceux qui l'aiment. Oui, mais d'accord, mais ça tu l'as écrit. Non nous si on l'avait écrit aussi, on aurait pu sortir. Ah ouais, c'est ça ouais. Qui fait l'argu quoi. Vous avez mes questions à l'avance, ok. Non mais ce qui est marrant, ce que je voulais prouver en tout cas avec ce petit jeu, chacun a une façon différente de pitcher. Et on raconte pas la même chose du tout. Ouais. C'est ça que je trouve étonnant sur ce manga, entre toi, Alexis, Johnny, Flavien et moi. Alors à la limite on va retrouver le côté auteur de BD qui va revenir, mais pas plus. On est tous partis sur des choses différentes. Un coup il y a du thriller, un coup il y a du complot, un coup il y a la recherche de ses origines, un coup il y a la... Ouais. Du coup ça peut expliquer aussi qu'on ait tous une vision différente de la fin, enfin selon ce qu'on attendait de la série. Ah bah on va clairement avoir une vision différente de la fin. Déjà est-ce qu'on a la même vision du début? Non mais c'est vrai, dans l'ensemble une fois la lecture terminée, on peut chercher les thématiques, les grands sujets qui sont dans le manga. Qu'est-ce qu'on a? Du thriller, du polar, de l'historique. De l'historique, beaucoup d'historique. Beaucoup d'historique. Ouais. Bah pas mal quand même. Récit de genre des années 70. Ouais, par rapport au film américain. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vraiment j'allais dire dans le polar. Ouais, polar. Une tranche de vie aussi un peu. La tranche de vie. Tranche de vie. Ouais, c'est tranche de vie parce que c'est l'histoire du taxi notamment, enfin surtout dans les premiers tomes où on découvre des personnages secondaires, on se dit mais qu'est-ce qu'il vient de faire là-dedans,
Après, on voit comment ils sont reliés à la chauve-souris. Et en fait, il y a plusieurs chapitres d'affilée où on découvre le parcours d'un personnage. Même quand il est dans chacun des personnages, du coup, mais du coup, pour moi, ça reste dans l'historique du personnage. Non, pas le taxi. Le taxi, c'est une époque, mais c'est pour pas le coup, un personnage historique. on est aussi dans le polar ou dans le récit de genre des années 70, enfin par rapport aux États-Unis. Plus que par rapport au Japon. Ouais, après t'as du truc historique, genre typiquement Johnny parlait du tome 3, c'est le moment où t'arrives au temps des ninjas et là tu fais mais qu'est-ce que c'est que Non mais t'as 3 histoires en une. Qu'est-ce qui se passe? On est avec des ninjas. Ouais, ninja, après t'as New York et puis après t'as contemporain. Ouais. Mais moi ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois que j'essaie de ronger si je veux classer ce manga, là t'as les 20 tomes, tu veux les classer quelque part, mettre dans une case chez toi. À chaque fois, je retombe sur science-fiction ou fantastique. Ah ouais, mais toi, tu gères ta bibliothèque. Non mais moi, je le mets à côté de l'autre série du Urasawa. En fait. Je pense qu'on fait tous la même chose. Mais à chaque fois, j'ai en tout cas l'impression qu'on est sur un récit de SF sans science-fiction. Sans quoi? Science-fiction. Sans science-fiction. C'est fantastique. Bah oui, non mais c'est fantastique, mais c'est de la SF sans SF. Dans le sens où, si j'essaie de chercher une référence à quoi ressemble Billy Bat, et bah tout ce que je vais avoir en tête vont être des récits de science-fiction. Ouais, ou des récits uchroniques plutôt que de science-fiction. Uchronique, effectivement, mais l'Uchronie est souvent très proche. Oui, c'est vrai de que moi SF. ça me fait pas mal penser à Kadik, le maître du haut château. Enfin, souvent j'ai ce roman. C'est pas vraiment la même histoire, mais j'ai un peu ce roman en tête quand je le lis. Ouais, pour moi, les science-fiction, c'est des pistolets laser et des vaisseaux. Du coup, oui, bon, là on pourra faire un débat. Non, mais toi, Johnny, justement, si je te dis à quoi ressemble Billy Bat, avec quelle autre histoire, tout confondu, tout support confondu, tu le rapprocherais? Ouais, c'est pas très dur, 20th Century Boys. Non, mais sans déconner, je suis désolé, mais malheureusement pour lui. Et à part l'histoire d'Urasawa. Putain, j'en ai trouvé un. Mais du coup, je voulais pas la sortir tout de suite cette phrase. Parce que je voulais le dire après, plus tard. Mais c'est un peu le Dan Brown du manga. Du coup, c'est un peu du Da Vinci Code. De l'ésotérique, quoi. Un peu bougé. Moi, je dirais plutôt du Stephen King. Ouais, pareil. Mais après, moi, je Stephen King connais aussi. pas bien Stephen King. D'ailleurs, il y a un parallèle assez intéressant entre les deux auteurs se sont penchés sur l'assassinat de Kennedy. Donc Urasawa dans Billy Bat avec Lee Harvey Oswald et Stephen King dans 22-11-63 où il retrace un peu... Et on a du voyage temporel également. Ouais. Mais Stephen King, c'est surtout assez fantastique et un peu horreur. Enfin, les deux. Fantastique, surnaturel horreur. aussi. Du coup, ce qui correspond pas plutôt à Naoki, où pour moi, il est plutôt thriller et fantastique. Ouais. Il met pas d'horreur en fait dedans. Ouais, mais quand tu prends le 22-11-63, pour le coup, oui. Que ça soit le roman ou la série télé, puisqu'il a été adapté en série télé, on est sur quelque chose qui ressemblerait à Billy Bat pour le coup. Ouais. Après, en manga, pour moi, il y a quelque chose qui se rapproche vraiment, c'est Phoenix de Tezuka. Ah, il explique, non, dans une interview? Bah non, justement, il me semble qu'on lui avait posé la question quand il était venu, quand Urasawa était venu à Japan Expo en 2012 et qu'il avait un peu jeté la personne en mode non, pas du tout. Alors qu'en réalité, c'est la série qui l'a le plus marqué dans sa carrière, il l'a répété à de nombreuses reprises. Il y a vraiment ce côté, Phoenix, donc c'est un oiseau qui apparaît à différentes époques. Donc du passé au futur, et le seul lien commun entre les chapitres, c'est cet oiseau qui apparaît à différents personnages à différents moments. Donc il y a vraiment ce côté-là avec une chauve-souris qu'on retrouve à différentes époques dans des lieux inattendus. Du coup, c'est vrai qu'on est sur le même pitch, quoi. Ouais, c'est un oiseau, pas c'est une un oiseau. Ouais, c'est ça. Après, c'est le propre des auteurs japonais quand on leur demande leur référence de dire non, pas du tout. Oui. Je suis très loin, je suis mauvais, frappez-moi. J'exagère, et forcément, j'exagère les traits, mais on est dans ça, et donc ouais, difficile aussi quand ils sont en France. On verra, parce que Urasawa vient en France là au mois de janvier, si tout se passe bien, pour le festival international de la BD d'Angoulême. On verra sur les interviews, on verra s'il y a des interviews, on verra s'il y a des conférences publiques, mais effectivement il y a des chances qu'il se flagelle encore. Ouais. C'est assez courant. Puis il y a le complot, enfin l'histoire, toute la partie historique, toute la partie complot. Vous pensez que Urasawa et Nagasaki ils font des vidéos sur internet pour expliquer à tout le monde que la Terre est plate, sur YouTube. Le secret des pyramides. Ouais, c'est ça. Les Illuminati, les pyramides. Non, mais c'est marrant cette partie complotiste. En tout cas, il nous interroge sur le fait qu'il faut quand même questionner l'histoire, quoi. C'est un truc. Pour moi, est-ce qu'elle est complotiste ou elle est fantasque? De quoi? C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, vu qu'il y a le côté fantastique qui est dedans, du coup, l'histoire est sublimée par le fantasque et non par le complot.
Oui, mais il reprend quand même tous les grands complots de l'imaginaire collectif, tu vois, à chaque fois c'est marrant d'ailleurs, à chaque fois t'as un tome, tu fais ah bah tiens là il va parler de celui-là, tu vois, que ce soit la lune, est-ce qu'on a marché sur la lune, même d'emblée en fait, Ali Harvey Oswald, le 11 septembre, tu vois, à chaque fois il aime bien jouer sur ces mythologies du théorie du complot. Mais justement, après je ne sais pas vu que c'est des mythes, en fait c'est aussi des mythes, parce que derrière le 11 septembre ou derrière il y a toujours des mythes qui se sont créés, et pas forcément des complots, mais des mythes. Du coup, on peut créer des histoires dans des failles. Ouais. Du coup, pour moi, c'est là que ça revient. Ah bah c'est ça, c'est un réservoir d'histoire. Après, c'est ce qu'il a toujours fait. Il s'est toujours inspiré de l'actualité, donc réelle, pour créer ses intrigues. Dans 20th Century Boys, il s'est inspiré de la secte Aum qui avait fait des attentats au Japon. Donc, il y avait vraiment un parallèle entre ça et la secte d'Ami. Et vraiment, oui, en fait, Billy Bat, c'est un peu... c'est à la fois ce qui fait sa force et sa faiblesse, je dirais. C'est un condensé de tout ce qu'il a fait dans ses précédents thrillers. Et du coup, il y a quand même un côté où on voit enfin, si on a déjà lu ses œuvres, on peut deviner ce qui va se passer. Et en même temps, il essaye d'aller encore plus haut en traversant les époques et en reprenant effectivement tous ces complots. Et la partie critique de l'histoire, vous l'interprétez comment ça dans Billy Bat? C'est-à-dire que quelque part, d'une façon ou d'une autre, il y a eu du bruit derrière, vous inquiétez pas. C'est un complot. D'une façon ou d'une autre, il critique la lecture qu'on peut avoir de l'histoire. Et il y en a une. Bah ouais, mais ça après, pour moi c'est le propre d'un auteur aussi, parce que l'histoire, elle est écrite par l'histoire avec un grand H. On dit l'histoire est écrite par les vainqueurs, donc c'est à un moment donné, c'est bien de revenir en arrière, de se questionner sur la légitimité ou pas de dire telle ou telle chose, et je pense qu'un auteur, un créateur de fiction, il peut utiliser ça comme matériau hyper intéressant pour nous remettre en question, quoi. Après, est-ce qu'il critique vraiment? Ouais, il nous l'expose, mais je je pense pas qu'il critique, mais en tout cas il nous met dans la position de te dire tiens, essaye de te poser des questions, quoi. N'avale pas tout ce qu'on dit. Surtout qu'il commence par Shimoyama, et Shimoyama c'est un truc qui a jamais été résolu, donc ils ont donné leur vision à eux. Et l'histoire là du directeur là de chemin de fer qui s'est fait zigouiller le lendemain de ses licenciements là, et du coup ça a jamais été résolu, personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Du coup il est parti de ça, et après il a fait son petit truc en imaginant quelque chose, mais c'est pas là, pour le coup là c'est pas une critique, mais les autres complots non plus, c'est pas vraiment une critique. D'ailleurs c'est un peu le point de départ du manga. Il expliquait que donc ça se passe au début à la fin des années 40, donc après la guerre. Il expliquait qu'une des raisons qui l'avait motivé à faire cette série, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes japonais qui savaient pas forcément contre qui le Japon était en guerre à l'époque. Et que du coup il y avait un peu cette volonté pédagogique, on va dire, de retracer ce contexte. Et il estime que c'est une époque qui vraiment, si on se repenche sur les années 40, on explique en fait l'évolution du Japon, mais même du monde en général aujourd'hui. Ah bah la Seconde Guerre mondiale a totalement façonné le monde qu'on connaît, le Japon forcément, les États-Unis aussi, et beaucoup de choses effectivement se sont déclenchées pas Seconde Guerre. Après la critique de l'histoire serait peut-être plus, on en parlait tout à l'heure dans la critique des rapports entre les États-Unis et le Japon, notamment avec tout le personnage de Chuck Culkin qui est une caricature, enfin à peine déguisée de Disney. Et le côté, en fait, les Américains qui accusent des Japonais d'être des copieurs, les Japonais qui ont un ressentiment vis-à-vis des Américains, il y a tout cet aspect-là qui est très développé dedans. Oui, sauf qu'au milieu, il a mis un Hitler, quoi. Oui, ça c'est autre chose. Donc du coup, si on essaie d'imaginer que Chuck Culkin c'est une sorte de Walt Disney, mais qu'il a été façonné par Hitler ou envoyé par Hitler, là on a une réinterprétation de l'histoire très personnelle. Mais là c'était pour refaire un petit rappel de Tezuka. Avec les trois Adolphes. C'est ça. Mais je pense dans une bonne histoire, faut leur mettre Hitler quelque part. Mais je pense aussi que c'est pour montrer aussi une sorte d'hégémonie aussi d'une personne qui veut absolument montrer qu'elle fait bien les choses en essayant de raser tout un passif, d'une pensée, une pensée unique, quoi. D'avoir une seule et même pensée. Chuck Culkin, après du coup je fais un rapprochement très bas, mais Chuck Culkin égale Hitler parce qu'en fait les deux veulent raser tout ce qui se passe et avoir une seule pensée unique. Et voilà, en fait pour moi c'est le parallèle s'arrête là, quoi. Bah on comprend pas. On nous laisse interpréter ce que souhaitait Hitler en demandant à ce que la chauve-souris soit populaire. Bah oui, mais du coup pour la moi réponse n'est pas donnée par l'auteur. Oui, la réponse n'est pas forcément donnée, mais c'est une interprétation qui peut être donnée, quoi. Vous l'avez compris comment, vous, cette partie-là? Il voulait faire revivre sa nièce. Et il cherchait le rouleau et du coup il s'est dit que il allait envoyer des sous-fifres continuer dans le temps et qu'il y aurait bien un petit sous-fifre qui allait trouver le rouleau et puis qu'après qu'elle allait faire revivre Hitler. Je sais pas. Simplement. Ouais. Robin, Alexis. Avec sa nièce.
Moi j'avoue, je pense que c'est une des pistes qui a été un peu laissée irrésolue parce qu'il n'y avait pas forcément de réponse, c'est pas forcément pour faire réfléchir le lecteur. Laisser mettre Einstein dessus, c'est fait bon. Après effectivement le personnage d'Hitler, dans la fiction là c'est vraiment idéal puisque on part d'une chauve-souris qui influence l'homme depuis l'origine et du coup dire que la chauve-souris est derrière la décision d'un des pires dictateurs de l'histoire, c'est une interprétation intéressante. Des personnages historiques. Ça aide le propos, effectivement. Voilà. Quand on reprend chacun des personnages qui ont été influencés, en tout cas de ce qu'il nous a montré, par la chauve-souris, Hitler, Jésus, Einstein, Jésus Judas, l'homme de Cro-Magnon. Ça se trouve, la grotte est une grotte qui est proche de Lascaux, on sait pas. François Xavier. Ouais, mais dans le Billy Bat, ils disent que c'est pas la première. Ouais, non, c'est pas la première. Non. Du coup, j'ai appris ça. Mais en fait, je ne savais pas. Le truc, c'est que moi, je le rapproche un peu. Bon, après, la chauve-souris se rapproche des gens qui sont un peu créatifs. Mine de rien, Hitler, c'est un créatif. Alors attends, est-ce qu'il peignait vraiment ? Parce que du coup, j'étais pas sûr, j'ai pas cherché après. Si, il peignait vraiment. Alors oui, il a été refusé effectivement dans une école d'art en Autriche. Et mine de rien, la chauve-souris. Pour beaucoup, c'est un point de départ. D'accord. Et du coup, mine de rien, la chauve-souris, elle arrive chaque fois pour des gens qui veulent créer quelque chose, que ce soit en art visuel ou pour du cinéma, etc. Mais la souris intervient à chaque fois pour quelqu'un qui veut créer. Du coup, il y a peut-être un rapport aussi avec ça, quoi. Moi, je me suis demandé à un moment donné si on n'allait pas voir Léonard de Vinci. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais il y a des grands absents comme ça, malgré tout. Ah, on peut pas mettre tout le monde. Hein. Je pense qu'il manque le spin-off Billy Bat Léonard de Vinci. Mais non, mais il va y être dans le Louvre. Il y a un moment, il tease Napoléon d'ailleurs, mais finalement on le voit jamais. Oui, c'est vrai. Oui, il y en a quelques-uns comme ça, mais. Alors pourtant, t'as un bon réservoir de trucs ésotériques avec Napoléon, tu peux faire bien tout ce que tu veux. Ouais, mais en même temps, il y aurait beaucoup moins de choses. Enfin, déjà qu'on est sur une grande maison par rapport aux propos, effectivement, je pense qu'il en aurait jamais. Et après, comme on a parlé tout à l'heure, vu qu'il parle que des trucs qui sont assez marquants, Léonard de Vinci, je sais pas si. Enfin, après. Oui, il est pas marquant, ça. Est-ce que les gens connaissent très bien ce qu'a fait Léonard de Vinci ? Non, mais il y a une grosse mythologie autour de ce mec-là et de ce qu'il a inventé, et de ce qu'il. Il parlait aux extraterrestres. Enfin, non, mais voilà. Mais là, on se serait un peu trop rapproché de Dan Brown, je pense. Et je l'ai vu sur RMC. Je l'ai vu sur RMC, il disait qu'il parlait aux extraterrestres. La Joconde, en fait, si tu la coupes en deux et que tu rapproches, ça fait une sorte de triangle des Bermudes. Je l'ai vu. Des inventions incroyables, en avance sur leur temps. Des tableaux contenant des messages cachés et des robots sophistiqués dessinés il y a plus de 5 siècles. Léonard de Vinci est considéré comme l'un des hommes les plus brillants qui ait jamais vécu. Mais d'où venait son génie ? Hashtag 5DC pour réagir, intervenir dans l'émission. Il est temps maintenant de parler du 4e mur, de la mise en abîme dans Billy Bat, un manga qui parle d'auteurs de manga, enfin de BD, de comics, de gens qui dessinent, quoi, avec dedans une vraie BD dans la BD. Vous auriez envie de lire le Billy Bat de qui ? De Kevin Goodman, de Kevin Yamagata, du vieux maître The Fou, de Timmy, de Chuck Culkin, Flavien ? Timmy. Moi, de Kevin Yamagata, parce qu'en fait, ils en font tellement tout un foin que t'as envie de savoir, t'as envie de tout lire. Du coup, ils disent ouais, bah, c'est le meilleur, c'est lui qui a créé tout. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression d'être resté sur ma faim et de pas avoir lu ce qui a fait vraiment Kevin Yamagata, quoi. Robin ? Bah, en fait, là, on est vraiment, justement, on parlait de Disney tout à l'heure, là, on est vraiment dans l'allégorie de Disney, c'est-à-dire que c'est des auteurs hyper talentueux qui s'approprient un personnage. Ok, t'as des fans hardcore qui sont capables de te dire ça, c'est le Billy Bat de Kevin Yamagata, ça c'est celui de Kevin Goodman, c'est le meillur et tout. Mais au final, ce qui compte, c'est que Billy Bat, c'est Billy Bat. C'est comme Mickey, c'est Billy Bat, c'est Billy Bat. Et en fait, la puissance de Billy Bat, c'est que au bout d'un moment, l'auteur, et c'est un peu, je pense, une forme de critique que Urasawa veut faire par rapport à Disney, c'est que Disney a fait disparaître la notion d'auteur. C'est-à-dire que Mickey, c'est Mickey. Et Billy Bat, c'est Billy Bat, c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est un personnage qui est. Du coup, tu répondras pas à ma question. Bah, je peux pas te dire lequel je préfère, lequel. Bah, si, oui, parce qu'en fait, du coup, la notion d'auteur a disparu. Du coup, non, parce qu'en fait, je pense que c'est ça qu'il veut montrer aussi, c'est que. Mais toi en tant que personne. Mais laisse-le tranquille, toi. Moi, mon épisode préféré, c'est les pharaons avec les J. Je voulais savoir comment. Non, ouais, parce qu'ils disent tous ça. Ils disent ça à chaque fois, mais du coup, non, moi j'aimais bien. J'oublie son nom, Pontaro. Pontaro, le jeune japonais qui va vendre des trucs aux États-Unis. Et toi, Alexis ? Moi, je dirais Yamagata aussi, parce que c'est un peu l'original et surtout c'est le côté polar, comics des années 40 qui est vraiment intéressant et qui est vraiment bien traité dans la BD. Ouais, mais l'original,
c'est pas vraiment lui. Oui, mais enfin c'est celui avec lequel tu commences le manga. Est-ce que c'est le maître Zofu l'original ou tu vois pour le coup, si c'est le maître Zofu, le premier à l'avoir mis en BD. C'est en 1922 le premier. C'est Ertaisho, j'ai relu il y a pas longtemps. Mais c'était en 1922. Il a appris tout par cœur. Non, ouais, moi c'était plutôt le maître Zofu, ces petites histoires de ninja, etc. Je trouvais ça plus manga. Bah oui, des ninjas. Forcément. En tout cas, rares sont les mises en scène d'œuvres dans l'œuvre aussi riche. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a une sorte de mise en scène de l'auteur tout puissant aussi à l'intérieur de Billy Bat? Bah si, ouais, pour moi c'est ça. Cette série-là, c'est la lettre d'amour de Urasawa à la BD, quoi. C'est une œuvre qui pour moi ne peut être racontée dans aucun autre médium que la bande dessinée. Peut être que racontée en bande dessinée, tellement la bande dessinée fait partie à la fois de la narration, du scénario, de l'intrigue. Enfin, c'est une BD où le héros c'est la BD, quoi. On parlera un petit peu du héros plus tard, mais cette mise en scène de l'auteur qui est non-stop, qui est partout. Bah ouais, et c'est ce que disait Flavien tout à l'heure aussi. C'est l'auteur. Comment dire, qui est un peu le chaman moderne, c'est le gars qui décrypte la réalité du monde par son art, et donc là c'est en l'occurrence c'est en voyant la chauve-souris, quoi. Mais c'est Flavien qui avait utilisé le mot chaman, le mot chaman, je crois, non? Il avait pas dit chaman, mais c'était l'idée. Non, t'avais dit samouraï, je crois. En fait quand on en parlait, c'est vrai que je disais que dans Billy Bat, l'artiste est un peu le samouraï des temps modernes. C'est-à-dire qu'en fait il va donner toute sa vie à son art, et c'est comme je disais au début sur Billy Bat, c'est la quintessence de son art, c'est c'est de dessiner. Et son arme, c'est son pinceau. Et du coup, ses planches, en fait, c'est un peu son bouclier, et ça lui permet de créer des histoires et en même temps de servir. Et c'est l'artiste qui décrypte le monde, et là, c'est carrément concrètement, il décrypte le monde puisqu'il est carrément capable de prédire des choses qui vont se passer, quoi. Alexis, cet aspect auteur tout puissant, comment tu l'as ressenti? De la même façon, et je dirais aussi que Urasawa se met directement en scène, notamment à travers Kevin Goodman. Il y a carrément des passages où le personnage dit texto jusque-là je me suis un peu laissé porter par les événements, et maintenant je vais devoir vraiment, enfin les lecteurs m'attendent au tournant, je vais devoir assurer derrière, et la personne avec qui il parle lui dit c'est bien et tout, et il dit oui, pour les lecteurs c'est très bien, mais pour l'auteur c'est un calvaire, et là on a l'impression que c'est Urasawa qui parle, puisque c'est un peu un résumé de sa carrière en fait. Urasawa ou Nagasaki? Pour le coup Urasawa, je dirais. Comment t'arrives à différencier les deux au final? C'est très vague. C'est assez compliqué, mais Nagasaki, je dirais que c'est plus la partie complot, l'aspect historique aussi. Il suffit de lire ses autres mangas comme Inspecteur Kurokochi chez Komiku, où il y a vraiment ce côté complotiste à mort qui ressort à chaque fois. Alors Kurosawa, c'est plus le côté artistique, le dessin, la musique, l'Amérique aussi, c'est une de ses fascinations. Johnny, tu l'as ressenti comment toi, cette partie dessinateur de BD dans la BD? Comment je l'ai ressenti? Non, mais il y a eu un moment où je me suis demandé, en fait, l'auteur, c'est juste une marionnette. Au bout d'un moment, tu te dis, en fait, ils pensent rien, vu que c'est pas eux ils se laissent dicter par leurs idées, mais c'est pas vraiment leurs idées. Ils savent qu'ils doivent enlever ce qu'ils ont dans leur tête pour exutoire total de tout ce qu'il y a avec la chauve-souris qui leur transmet les pensées. Et t'as l'impression qu'en fait, ils commandent pas. C'est pas eux qui ont les idées, ils sont dirigés par quelqu'un d'autre, par une puissance supérieure, une divinité, ils savent même pas eux-mêmes. Ou par leur propre personnage qu'ils ont eux-mêmes créé. Ouais, et puis en fait, cette mise en abîme de la BD dans la BD, franchement, au bout de je sais pas moi, une dizaine de tomes, je me suis dit, ouais, ok, la fin, ça va être quoi? Ça va être le roman dans le roman dans le roman. Genre, il va dessiner nous en train de lire le manga, et on en parlera plus tard, mais au final, moi Mais tu penserais pas que ce serait justement ce serait pas, comme tu dis que c'est Billy Bat qui insuffle les idées, ce serait pas la divinité créatrice, comme chacun. Non, mais toi tu vas trop loin, toi t'es un. Non, mais c'est un peu ça. À chaque fois t'as toujours ton truc animiste. Donc, ouais, je sais pas. Franchement, après pour moi, t'as l'impression que il fait quand même une critique de l'auteur qui donne pas ses idées à lui. Et il y a une chose très rare dans ce manga, c'est que la chauve-souris parle aussi au lecteur. C'est pas commun dans le manga, Alexis, de voir des personnages qui nous parlent à nous. Tu vois. Non, effectivement, c'est assez rare. Il y a carrément un passage où elle dit et toi, c'est fini. Ouais, voilà, en gros, tu t'attendais à ce que ce soit fini, non, ça continue. Et du coup, c'est vraiment un moyen pour Urasawa de s'adresser au lecteur, de s'amuser un peu avec, et de toujours d'entretenir ce mur invisible et visible à la fois entre les différentes mises en abîme. Mais j'ai pas l'impression qu'au Japon on aime briser ce quatrième mur. Vous avez d'autres exemples comme ça?
J'ai eu beau chercher, je me suis dit One peut-être. One. Par Dr Slump là et ton truc. Dr Slump, Dr Slump parfois. Mais c'est un gag. Et encore plus dans l'animé que dans le manga en lui-même. Dans les mangas, il casse à chaque fois. Il le casse aussi, mais de façon particulière avec des personnages à part. Enfin, c'est pas intégré à la narration comme là ça l'est dans Billy Bat. Alors qu'aux États-Unis, on l'a sur d'autres bouquins. En France, Deadpool par exemple. En France, on l'a aussi avec les œuvres de Fred. Au Japon, j'ai l'impression que c'est un des premiers à vraiment faire ça sur quelque chose d'aussi gros. Je sais pas si c'est le premier, mais je pense qu'ils veulent pas le faire parce que je sais pas vraiment ce qu'ils pensent, mais le fait d'interpeller le lecteur, c'est-à-dire que le lecteur ne s'immerge pas vraiment dans le manga. On interpelle comme s'il était acteur. Et le manga, c'est plutôt on veut essayer de vous faire vivre une histoire et vous rentrez à l'intérieur par l'intermédiaire d'un protagoniste. Mais vous participez pas. Vous oui, t'es censé vous pouvez t'identifier au personnage. Tu t'identifies, mais alors si toi t'es un truc en dehors, je suis pas sûr que ce soit dans la culture japonaise entre guillemets. De vous parler, je sais pas ce que vous en pensez ou pas, mais je pense que effectivement pour les Japonais, c'est un peu. J'avoue qu'ils ont toujours cette distance entre ce qui est tangible et intangible, surtout quand c'est du manga. Mais nous, on a plus le truc où on va s'interpeller quand il y a un livre. On va être un peu l'acteur, on va regarder un peu les coins de page, on va un peu jouer avec. Et j'avoue que Urasawa, il arrive bien à avoir ce côté européanisant dans son manga, quoi. En tout cas, ce dialogue avec ses lecteurs, ce petit dialogue qui est très court, c'est un peu ce que tu disais au final tout à l'heure, c'est 20 tomes de lettres d'amour. Ouais, c'est ça. Et après, la BD, pour le manga. Comme disait Joe, c'est-à-dire qu'il y a une critique aussi du système, parce que comme toutes les histoires d'amour, il y a des hauts, il y a des bas, voilà, c'est comme ça. Il veut montrer que c'est un auteur de BD, quoi. Il fait de la BD. Et pour moi, cette œuvre, c'est vraiment la quintessence de la bande dessinée, quoi. Sachant qu'ensuite, Alexis, tu me diras si je me trompe, Urasawa s'est décidé, après avoir fini Billy Bat, à rencontrer des grands auteurs pour faire des documentaires, des reportages, c'est ça ? Alors, il le faisait déjà pendant la parution, il me semble, mais effectivement, maintenant, il joue un peu une sorte de... je vais pas dire de VRP du manga, mais télé. C'est ça, il va à la rencontre d'autres mangaka de renom comme Inyo Asano. Il regarde comment ils travaillent, il est lui-même fasciné par leurs méthodes qui sont différentes des siennes. Des fois, il s'extasie sur une planche que lui n'aurait pas pu faire. Il y a vraiment cette idée pédagogique d'un dialogue entre mangaka pour expliquer comment on fait. Et il avait expliqué justement que l'idée, c'était en gros de constituer des sortes d'archives nationales, parce que c'est un peu une obsession. C'est que les générations futures vont perdre tout cet aspect-là, tout cet aspect artisanal, et qu'il faut le documenter, l'archiver pour qu'il soit à disposition dans le futur. Ou alors il a plus d'idées, et il se dit tiens, voir ce que font les autres à côté. Ou il a beaucoup d'angoisse, ce garçon. Non, mais après ça va avec ce qu'il fait dans Billy Bat, c'est comme on dit sur le côté pédagogique, on le voit aussi beaucoup dans le Billy Bat, et ça se ressent après à l'extérieur sur l'auteur. Le côté pédagogique, il est très très bien. Bon, vous bougez pas, on va parler des personnages de Billy Bat dans un instant. Alexis, on va passer quelques instants ensemble, pas beaucoup, mais on va au moins parler pas que de Billy Bat, mais de la marmite Urasawa. Comment t'es tombé dedans ? Alors je suis tombé dedans assez jeune, puisque j'avais 14 ans je dirais. J'ai lancé le site dans la foulée à 15 ans, donc en 2005. Maintenant j'en ai 27, donc la marmite bouillonne toujours. T'es vraiment tombé dedans tout de suite et ça, le site a pris tout de suite ? Non, en fait, à la base, j'avais lu Monster parce que j'en avais entendu parler. À l'époque, je voulais m'éloigner un peu de Naruto et autres shonen. Et en fait, j'avais pas aimé le premier tome, donc j'avais laissé passer un peu. Enfin, j'avais pas continué. Ensuite, j'avais découvert 20th Century Boys qui là m'avait accroché dès le début. Et en fait, le site, d'ailleurs, à l'origine, parlait uniquement de 20th Century Boys. Et ensuite, j'ai découvert. Oui, la base secrète, donc qui fait référence à la cachette des héros. Et ensuite, j'ai élargi donc aux autres mangas d'Urasawa et j'ai alimenté les contenus au fil des années. Ça se passe comment du coup sur le site ? Les gens te trouvent tout de suite. On sait que si on veut une info sur Urasawa, c'est vers toi qu'il faut se tourner. Globalement, c'est ce qui ressort, oui, des retours que j'ai pu avoir. Après, on aimerait toujours être mieux référencé, mais c'est pas évident parce que ça reste un site bénévole avec les moyens que ça implique. T'es tout seul dessus ? J'ai une équipe avec moi, mais je fais l'essentiel des articles. Et voilà, donc du coup, c'est à la fois des articles d'actualité, donc être réactif dès qu'on a des infos sur la nouvelle série comme Mujirushi. Et surtout en fait des dossiers de fond. L'idée c'est vraiment de détailler les idées que j'ai pu repérer dans le manga, les références, les clins d'œil, les sources d'inspiration par rapport à la réalité.
et d'en tirer des dossiers assez longs parfois, ce qui se prête pas forcément sur le web, mais c'est pas grave, c'est la passion. Et du coup d'éclairer les lecteurs sur des éléments qu'ils n'ont pas forcément vus à leur lecture. Et sur Mojirushi, son prochain manga, t'as déjà des infos, t'as déjà pu regarder des choses. Là, c'est sorti au moment où on enregistre l'émission, il y a un trailer, les premières planches qui sont sorties. Alors le premier chapitre sort demain par rapport au moment où on enregistre l'émission, donc je vais essayer de mettre la main dessus de manière tout à fait légale. Et voilà, après l'idée c'est de voir un peu de quoi ça parle plus précisément, puisque pour l'instant c'est assez flou, on sait juste que c'est en rapport avec le musée du Louvre. Donc c'est en 3 tomes, non? Un peu comme ça. 3 ou 4 tomes, enfin une série courte a priori. Et est-ce que tu es en pole position pour rencontrer Urasawa lors de sa venue en France au mois de janvier prochain à Angoulême? Alors j'espère bien, mais pour l'instant je suis au même point de départ que tout le monde. Très bien. Bon, t'as jamais eu de contact privilégié avec lui, son mail, son numéro de téléphone? Non, j'ai déjà essayé de le contacter, mais ça c'est pas forcément bien fini. Ouais, j'ai essayé sur Facebook aussi. Mais... il a pas voulu t'ajouter en ami? Bah non. Ouais, c'est dommage. J'ai vu sur Mythique. Et... j'ai vu sur Tinder. C'est pas le vrai. Alors par contre, moi j'ai une anecdote sur Urasawa. J'ai été manger dans le même restaurant que lui quand j'étais au Japon. Il était juste en face de moi et je pouvais pas lui parler parce qu'il y avait une armada. Mais c'était un hasard ou... C'était un hasard total et il était en train de faire une dédicace sur le mur du restaurant. Moi j'aurais pas reconnu. T'as pris des photos? J'ai pris des photos en scred de ça et franchement j'étais trop content, mais j'avoue que je pouvais pas l'approcher parce qu'il y avait juste une armada devant et je pouvais pas trop. Voilà. Quel mais c'était trop cool. Hashtag 5DC pour réagir et intervenir dans l'émission. Si vous avez quoi que ce soit à dire sur Billy Bat, il ne faut pas hésiter. On va essayer de parler des quelques défauts de Billy Bat, puisqu'il y en a, hein. Attention, ceci dit, parler des défauts, ça signifie pas qu'on va dire du mal, obligatoirement, du manga, parce que souvent c'est grâce aux défauts qu'on aime une œuvre. Les défauts, c'est bien. Non, mais parfois c'est grâce aux défauts qu'on apprécie quelqu'un. Ah ouais. Ça arrive. Mais tout à fait. Parce que, tout à fait. C'est pas pour rien. La perfection, c'est très ennuyeux. Mais ouais, parce que dans beaucoup de cas de rupture, on reproche à l'autre ce qu'on aimait au départ. Voilà, c'est quoi ça? Flavien. On appelle ça de la psychologie de comptoir. Bref, par exemple, la richesse et le nombre de personnages dans Billy Bat. Moi j'ai trouvé ça très attirant au début. Il y avait plein de personnages, ça allait dans tous les sens, il y avait plein d'époques. Mais au bout de 19 tomes, je me suis rendu compte que j'avais eu d'empathie pour un seul personnage. Et encore, vite fait. Ah ouais? Mais qui ça? Du Vivier. Du Vivier, ah ouais, quand même. Alors que c'est un salopard. Moi j'aime bien. Ah, mais on n'est pas loin du motif de rupture, on est d'accord. Vous vous attachez à des personnages, vous, toi, Flavien? Moi, je me suis attaché à la chauve-souris. non, mais vraiment, je me suis attaché juste à un seul personnage qui est quand même Kevin Goodman. Et Yamagata, en fait, j'ai toujours voulu savoir ce qui se passait avec les Yamagata. Kevin, quoi. Les Kevin, ouais. Les deux Kevin, ouais. Et toi, Alexis? Moi, la chauve-souris, je dirais aussi Kurusu, le méchant. Peut-être le personnage le plus travaillé, le plus profond. Et celui sur lequel on a le seul vrai reboot au final. Ouais, et un vrai flashback très intéressant. Et aussi le réalisateur japonais, Kotaro Akechi, qui est une caricature de Stanley Kubrick. Oui, c'est vrai. Et qui est assez marrant, un peu comme le personnage de Dieu en fait dans 20th Century Boys, en mode franc-parler, je raconte ce que je veux, etc. Mais effectivement, le vrai problème de Billy Bat pour moi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnage très marquant. Il n'y a pas de personnage tout court qui sont là du début à la fin. Robin, toi? Ouais, après je pense qu'on peut quand même s'attacher. Effectivement, il y a énormément de personnages, mais je pense qu'on peut quand même s'attacher à certains dans certaines situations. Enfin, ouais, Kevin Goodman, ce gamin de gosse de riche qui se retrouve par un concours de circonstances. En plus, il est noir. Non, mais et puis il est oui, métis, et puis en il est plus il est métis. métis, il est beau gosse. Enfin, tu vois, il y a tout un, il y a quand même des marques d'empathie que tu peux avoir pour certains personnages. En plus, même il vieillit pas. l'agent de la CIA, Smith, qui se retrouve avec son bandeau et tout. Tu vois, il leur arrive des choses. Tu peux quand même t'attacher à ce qui leur arrive. Mais après, c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a énormément de personnages et que le héros de l'histoire, pour moi, c'est l'histoire, et c'est même, je disais, la BD, quoi, la bande dessinée. Ça sera ma prochaine question. C'est le héros de l'histoire. Je vais te redonner la parole dans un instant. Écoutons qui sont les personnages que Johnny a aimés avant. Franchement, à la fin, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il n'y a aucun gentil qui sourit. Kevin, il sourit jamais. Kevin Yamagata, Kevin Goodman, il ne sourit pas. C'est des gens qui ne savent pas sourire. À la toute fin, il sourit pas un petit peu. Ouais, il sourit vite fait. Quand il est très vieux, là. Même quand il écrit, il fait vas-y, prends ton truc. On sait 50 centimes, et puis si t'as pas la monnaie, bon bah c'est pas grave. Yamagata, il sourit. Non, il sourit pas. Tu regarderas bien, il y a personne qui sourit. Les seuls qui sourient, c'est les méchants. Yamashita. Les seuls qui sourient, c'est les méchants. Yamashita. Il sourit un peu. Bah non, il est juste un peu gros et du coup, il a des lèvres.
Non, moi, mon personnage que j'aime bien, c'est Jackie, mais on sait pas qui est le père, du coup, de sa femme, de sa fille. Parce que Jackie, elle a une fille. Ah oui, qui voit aussi, oui. Mais c'est Jackie, c'est Michel. Non. Mais du coup, non, j'aime bien Jackie parce que la pauvre, elle a rien demandé, mais elle aide quand même. Elle voulait faire un truc avec Kevin Yamagata, mais au final, on ne sait pas si elle l'a fait parce qu'elle disait qu'ils sont pas allés au Pays Basque. Et du coup, tu sais pas qui est sa fille en fait. Enfin, qui est son père. Qui est son mari. Oui. Quel est le lien de filiation? Mais moi, j'aimais bien Jackie. C'est peut-être pas très important au final. Moi aussi. Moi, je voulais qu'elle finisse avec Yamagata, un truc comme Yamagata, quoi. En plus, spoiler, il meurt à un moment. À un moment. Non, moi, je pensais qu'ils allaient finir ensemble. Mais du coup, c'est qui le héros alors? Ou les héros? C'est la chauve-souris, je dirais. Mais le personnage, je trouve, pour lequel on a le plus d'empathie, c'est Lee Harvey Oswald. Du coup, ça, c'est intéressant parce que c'est un personnage qui a vraiment existé et qui est pas forcément très sympathique. Et ils arrivent à en faire un personnage de fiction qui est attachant parce qu'il lui arrive plein de malheurs et on a envie qu'il réussisse, on a envie de le voir progresser. On a envie de le voir ne pas tuer Kennedy. Aussi. Alors que je trouve que justement Kevin Goodman, c'est un fils de riche et tout, mais le fait qu'il sourit jamais joue aussi là-dedans. Et finalement, il lui arrive aussi des malheurs, mais on a un peu l'impression que c'est voulu aussi. C'est un pion dans l'histoire qui sert la chauve-souris, mais vraiment, il sort pas de ce rôle-là. On n'a pas d'attachement particulier par rapport à lui. Lui aussi, il aurait pu se taper une meuf, mais il l'a pas fait. Ah, et le vrai Chuck Culkin, il est sympa. Le vrai Chuck Culkin est sympa. Il est plutôt sympa, c'est un mec. Mais comme Duvivier au final. Je vais les mettre dans la même case. Non, parce qu'en vrai, j'aime bien Duvivier. Non, Duvivier, il est bien. On nous le présente comme le pire bâtard du monde. Et au final, on en fait un personnage intéressant, important. On lui donne un background qui compte. Et lui-même compte dans l'histoire. Et il est passionné. Et c'est peut-être celui qui ressemble le plus au lecteur au final. Et Chuck Culkin aussi, le faux est intéressant. Même graphiquement, je trouve qu'il est très bien fait. Et l'évolution du personnage, il a un passé un peu mystérieux qui est un peu approfondi par moments et il apporte vraiment quelque chose à l'intrigue. Il a aussi un vrai background, en fait on sait d'où il vient, etc. On sait pourquoi il fait ça, on sait pas son nom. Il apporte mais comme un grand méchant. C'est vraiment les méchants en fait qui sont intéressants dans Billy Bat. Mais ce qui est fort, c'est qu'il y a énormément de personnages, mais ils ont tous un rôle très important. Oui, ils ont tous un rôle, mais du coup, parfois tu cherches à avoir un peu d'empathie, de créer. Franchement, c'est rare d'avoir des œuvres avec autant de personnages où chaque personnage a quand même un rôle très important, où t'es quasi capable de dire à chaque fois qu'est-ce qu'il a fait, qui a fait avancer l'histoire ou pas. Du coup, pour moi, je rejoins Robin, le vrai héros de l'histoire, c'est l'histoire. Ouais, c'est l'histoire elle-même. Les personnages sont au service de ce qui est raconté. Et en fait, Billy Bat, laquelle l'histoire? L'histoire avec un petit H ou un grand H? Les deux. L'histoire globale. En fait, c'est comme on disait tout à l'heure sur le 4e mur, c'est qu'en fait, en gros, l'histoire nous sert nous et nous on sert l'histoire. Du coup, en gros, ça fait une sorte de melting pot entre l'humain et le manga, quoi, l'œuvre. C'est ça la vraie histoire. C'est comme dans Lost au final. Mais non, Lost ils sont morts. Spoil. Le héros c'est l'île, tu vois. Ah ouais? Bah oui. Mais non, ils sont morts, l'île n'existe pas, c'est le purgatoire. C'est ça, justement. C'est le purgatoire. Bref, autre débat. La chauve-souris serait, ou l'objet BD à ce moment-là, serait pas plus le héros que l'histoire en elle-même? Bah si, ouais, moi c'est ça. Non, parce que la chauve-souris. Non, parce que la chauve-souris. Si tu me laisses terminer, je vais. Non, on a dit qu'il fallait couper. Alors je coupe. C'est la BD. Bon, laisse-moi finir après Johnny. Parce que comme disait Flavien, c'est une série qui fait sans arrêt appel entre ce qui se passe dans l'histoire et ce que. Enfin, tu vois, il y a une espèce de jeu d'aller-retour avec le lecteur permanent qui, en fait, toi-même en tant que lecteur, tu apportes des choses qui font avancer l'histoire. Non, mais alors, et ça, il y a que la BD. Je pense que l'objet BD. En fait, vous avez un problème, c'est que vous voulez pas spoiler. Alors, il n'y a pas une chauve-souris, il y en a 3. Du coup, il y a la blanche et il y a la noire et il y en a une qui est plus ou moins réunie les deux. Donc, c'est l'air spoiler. Et en fait, ça. Je préfère prévenir. Ouais, mais ça. En vrai, ça représente juste l'humanité. C'est le bien, le mal. Oui, mais en donc fait, c'est pas la BD ou fait, l'histoire. Oui, mais ça, en fait, c'est toi en tant que lecteur qui a cette interprétation-là, mais ça t'est pas forcément dit de façon aussi claire que la blanche c'est la bonne, la noire c'est la mauvaise. Ah non, j'ai pas dit ça. Tu vois, j'ai juste dit qu'il y avait 2 chauves-souris et que ça représente le bien et le mal. Avec 3 chauves-souris, c'est vrai. Mais non, mais. On reviendra sur la fin dans un instant. Du coup, Robin, il m'a perdu sur ce que tu disais juste avant. Je dis qu'en fait c'est un jeu entre l'auteur, le lecteur et le médium qui l'utilise, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour moi Billy Bat c'est une œuvre qui ne peut être racontée que à travers le médium qu'elle a utilisé, et je vois même pas comment un réalisateur de film ou quoi, enfin s'il pourrait le faire, mais je veux dire il perdrait c'est chaud, l'essence même de ce que c'est. Il pourrait le faire, il transformerait la BD par un film. Alexis, toi qui as écrit beaucoup dessus, tu imagines
Billy Bat se transformer en film ou autre chose? Je verrais bien une série d'animation qui serait assez intéressante avec le jeu, justement, la mise en abîme, mais cette fois dans l'animation. Et je pense que ça s'y prêterait bien. Après, faudrait peut-être raccourcir quand même un peu l'intrigue pour aller à l'essentiel. T'enlèverais quoi par exemple? Les 6 ou 7 derniers tomes. Ah ouais, quand même. À peu près, ouais, j'en enlève. Enfin, j'en garderai l'essentiel, mais je couperai dans le tas, quoi. Oui, les 5 derniers, ils t'apportent pas grand-chose. Et pour toi, le héros, c'est l'objet, l'histoire, la narration, un personnage, la bande dessinée, ouais, et la chauve-souris, je dirais. BD et chauve-souris. L'histoire de pas trancher. L'histoire de pas trancher. Et juste une dernière question avant de parler de la fin, là, je sens Denis trépigner là. À quel moment vous avez eu vraiment de l'empathie? À quel moment vous avez ressenti quelque chose de fort dans la lecture? Pour rejoindre ce que disait Alexis, je trouve que le chapitre qui introduit Lee Harvey Oswald, moi c'est un des chapitres qui m'a marqué. Alors je sais pas si j'ai ressenti de l'empathie pour le personnage, mais je trouve que c'est un des chapitres en termes de rythme et de... Quand tu le vois arriver avec son costume de... il est en Billy Bat, non? Ouais, voilà. Et il y a une espèce de... Enfin, je trouve qu'il y a une atmosphère incroyable dans ce chapitre. C'est vraiment le moment que je retiendrai, quoi. Pareil, moi je dirais que c'est ce chapitre et tout l'arc en fait sur Kennedy qui est vraiment le plus réussi, qui est à la fois le côté thriller, le côté est-ce que l'histoire va être modifiée par rapport à ce qu'on connaît, le destin individuel d'Oswald aussi, et toutes ces questions. C'est vraiment le point culminant. La quintessence de la série dans c'est vrai que je vous rejoins là-dessus, on se pose des questions. On se pose vraiment des questions qu'on ne se pose pas ailleurs, et à partir du moment où on voit que ça se produit comme cela s'est produit, on perd un petit peu espoir. Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce chapitre-là, c'est vraiment une course contre la montre. C'est qu'en fait, tout s'enchaîne très vite. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans un film. C'est ok, tout se passe à peu près en même temps. Il y a en même temps des flashbacks, mais en même temps, la situation avance aussi. On sait que le temps joue contre Kevin Magata. Enfin, c'est assez intriguant et c'est vrai que ça nous tient en haleine. Et c'est aussi le passage où on comprend, parce que beaucoup de lecteurs au début étaient décontenancés par l'intrigue, ils comprenaient pas trop où ça allait. Et c'est vraiment le passage où on comprend depuis le début où on va, et quand on relit les premiers tomes, on se rend compte qu'il y a des gros indices qui nous indiquent dès le début qu'on va se diriger vers ça en fait. Et est-ce qu'on n'aurait pas pu s'arrêter au meurtre de Kennedy? Non, je pense qu'il fallait aller au moins jusqu'au tome 14 environ. Toi tu pousses au 14. Ouais. Attends, du coup dans le 14... 14-15 je sais plus, mais en gros la fin de l'arc sur Kurusu qui va sur la lune. Ah oui d'accord, ok. Effectivement, ça avec la belle phrase si j'avais vu ça avec mon père... c'est assez poétique, on a une explication sur la chauve-souris, finalement tout ce qu'on va apprendre par la suite, ça nous apprend pas grand chose justement, c'est un peu de la redite. Et c'est un peu ce que Urasawa avait fait d'ailleurs sur 20th Century Boys, c'est qu'il tire un peu les ficelles qui prolongent. La longueur et la fin, on va en parler. Le mec il est sur la lune en un mois quand même. Ouais, c'est... Allez vas-y, je crois que du sang, mais il a 60 ans en plus. 60, il a 60 ans. Enfin, je sais pas quel âge il a, mais pour moi il avait 90 ans quoi. Je sais pas quel âge. Attends, moi pour moi il y a un souci dans la chronologie des personnages. Ton moment empathique, pardon. Alors moi je sais pas pourquoi, mais quand Duvivier est dans le World Trade Center et qui parle au gamin, il fait ouais vas-y casse-toi, et il dit ça plus gentiment, mais après sa phrase quand il dit bon allez maintenant faut que j'en sauve le plus possible, ouais, j'ai adoré ça. Ouais c'est vrai. Moi j'ai bien aimé aussi ce moment, et je me suis encore posé la question comme avec Kennedy, est-ce que la réalité ne va pas changer? Enfin la réalité, celle qu'on connaît, est-ce qu'elle ne va pas changer et encore déçu? Là celle-là elle était quand même vachement établie avec les gars de la CIA. Alors la phrase a été vachement dure et c'était une bonne critique aussi. C'était ok, on arrive à prévoir, mais la prévoyance ne se fait que si les événements se passent. Et là tu vois vraiment juste l'humanité qui se dit bah ouais en fait qui est un classique des récits de science-fiction. Ouais ça, vaut mieux ne rien faire autant qu'il se passe des choses, on ne fait rien et puis on regarde ce qui se passe et puis tant pis quoi. Et ça je trouve ça c'est vraiment une belle critique de la société. Non mais à un moment je croyais que Timmy ça allait être le gros méchant. Genre c'est lui qui avait recruté les terroristes pour que sa BD effectivement se prédise. Ah oui tu l'as vu. Ah non mais je croyais que c'était vraiment ça. Mais Timmy c'est un méchant. Oui non mais je pensais que c'était lui qui avait recruté les terroristes parce qu'au final on n'en parle pas des terroristes. On sait juste qu'ils ont pété les tours, mais on sait pas où, quand, comment. Ça, j'ai bien aimé, c'était assez. Oui, il est assez pudique de sa part. Quoi, il voulait pas rentrer dans le complot que c'est les États-Unis qui avaient fait. Non, et puis même ne pas montrer l'accident d'avion, juste montrer. Tu vois, juste c'était assez. Bon, messieurs, hashtag 5DC, c'est l'heure de parler de la fin de Billy Bat. Napoléon, on dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin.
C'est la fin. Voilà, on va vraiment spoiler. Alors, ok, Johnny a déjà un petit peu spoilé un bout de la movie. C'est pas très grave. Il a fait que ça. Il a juste donné la réponse qu'on attendait depuis le début. Mais bon, on se demandait les chauves-souris. On se posait plein de questions dessus. Bah quoi? Qu'ils étaient 2? 3? Combien il y en avait? Est-ce que ça voulait dire? C'est pas important au final. Déjà, ouais, c'est ça au début. C'est quand même. Enfin, il y a une importance au début. C'est vrai que. Bon, après, ça tombe comme un soufflet, certes. Mais il y a quand même une importance entre le yin et le yang, la blanche, la noire, le bien, le mal. C'est quand même. À la base, c'est ça, quoi. Bon, on organise ça. Attends, c'est l'heure. Si vous n'avez pas lu Billy Bat intégralement, de quitter l'écoute de cette émission, de finir Billy Bat. Puis après, vous revenez, vous écoutez la fin. Nous allons donc parler et spoiler de la fin de Billy Bat. Où est-ce qu'il voulait aller, à votre avis? Nagasaki ou Urasawa? Vous avez une idée de là où il voulait aller? Une vague idée par rapport à ce que vous avez lu? Je pense pour le coup qu'ils voulaient aller là où ils sont allés effectivement à la fin. Tu penses que c'est... Je pense que l'idée de fin était là dès l'origine. Okay. Après, ils ont dû se laisser une marge de manœuvre, d'improvisation au cours de l'écriture et de la parution. Et notamment, ce qui est intéressant pour le coup dans la fin, c'est qu'ils ils font le lien avec notre époque. Donc il y a des événements d'actualité, le conflit en Syrie, la crise des migrants en Europe, etc., qui sont évoqués. Clairement, ne devait pas être là en 2008, puisque non, ça voilà. n'existait pas. Du coup, là, ils sont inspirés de ce qui s'est passé en vrai. Et après, à la toute fin, donc il y a un bond dans le temps jusqu'en 2063, je crois. Et je pense que la fin, en fait, le retour au début avec le manga qui s'achève sur une page de comics, c'était prévu depuis l'origine. Robin, Johnny, Flavien. Moi, je pense qu'il n'y avait pas d'idée pour finir et qu'il s'est dit je vais faire un truc pour que les gens m'aiment bien. Voilà. Non, moi, je suis pour décevoir le moins de gens possible. Je suis assez d'accord avec Alexis. C'est un manga qui parle de l'histoire, de l'humanité aussi, et du coup, finir sur une guerre, notre actualité, et après, et penser l'après. Et aller beaucoup plus loin, oui. Et puis aller plus loin, et il y a des considérations écologiques parce que on est dans une société où c'est, à mon sens, le sujet. Oui, puis le spectre de la 3e Guerre mondiale. Voilà, il y a ce spectre-là qui est possible, oui. Et après, ce qui est intéressant, après, effectivement, de finir par un comics, je pense que ça, c'était par le côté comics, ça, c'était logique. Mais le fait aussi pendant tout l'œuvre, ils ont quand même dépeint aussi l'aspect un peu économique, etc. Et en même temps. Le mal qui peut être fait au niveau de l'économie et tout, mais en même temps le côté rassembleur que peut être le médium d'un manga ou d'un comics, etc. et de parler de la même chose. Et en fait, c'est la culture, en fait. La culture. Et en fait, de finir effectivement par une note un peu positive et dire mine de rien, il y avait toutes les guerres, etc. Mais ce qui nous sauve et ce qui nous relie tous, c'est la culture qu'on a en commun. Et ça, c'est une belle note d'espoir qui est hyper intéressante. Je pense que ça, c'est une très belle fin. C'est une belle conclusion. Amène à Disney. Non, ce qui nous réunit tous, c'est le capitalisme d'acheter des t-shirts et qu'on a les mêmes, quoi. Donc c'est juste. Non, mais voilà, est-ce que c'est ça la conclusion, amène à Disney et à tout ça. C'est pas un amène à Disney, c'est vraiment la culture. Pour moi, c'est avoir une culture commune. Après, qu'il y ait les t-shirts, moi c'était un peu. En fait, c'est ça, ouais. Il dit on a besoin de se rassembler. Après, quel que soit le moyen de se rassembler, si c'est mettre des t-shirts et les mêmes t-shirts, ce qui compte, c'est qu'on se rassemble. Il a pris le prisme de notre époque qui. Je pense que c'est ça. Qui est une époque assez matérialiste. C'est sa fin la plus ambitieuse, donc de ce point de vue-là, elle est intéressante parce qu'il a pas fait une fin plan-plan à laquelle on pouvait s'attendre. Après, moi, ça m'a vraiment dérangé en fait dans la fin, c'est ce côté t'as le même t-shirt que moi, le gamin aussi. Enfin, c'est vraiment très mièvre, très niais. Bon, je comprends qu'il faut un artifice pour boucler en quelques chapitres la conclusion avec des personnages qu'on vient de découvrir qu'il faut présenter rapidement. Mais en fait, c'est un peu ce que je reprochais déjà à la fin de Pluto, donc on va spoiler là aussi. Enfin, non, mais sans spoiler, c'est que c'était. Laquelle, la fin du tome 7 ou la fin du tome 8? La fin du tome 8, qui est assez mièvre. Et bon, après, je me disais à l'époque, c'est effectivement parce qu'il restait fidèle à Tezuka, donc ça se justifiait. Alors que là, en fait, il y a une sorte de trop-plein, un déluge de bons sentiments. Et même dans les derniers tomes, en fait. Chaque fois, les personnages se mettent à lire une BD d'Yamagata, ils se mettent à chialer à chaudes larmes. C'est puissant. Oui, peut-être. C'est ça. Mais j'avoue que ça en fait, je me disais que ça allait me toucher, mais en fait, ça m'a pas du tout touché. Ouais, c'est ça, c'est un peu forcé, je trouve. Ouais, c'est hyper forcé, mais après, en fait, ce que je retire juste de ça, c'est qu'effectivement, même si, comme je disais tout à l'heure, même si on arrive à se dire qu'il y a plein de guerres, etc., de partir sur un bon sentiment, même s'il est forcé, je trouve ça intéressant de le mettre du coup avec le côté économique de notre ère. Et de dire, ok, il y a des œuvres vieilles qui peuvent toucher des gens, et en fait, ça revient, et c'est ce qui se passe, en fait, ça revient au goût du jour, à chaque fois qu'il y a
une grosse crise, il y a toujours une œuvre qui arrive. Et du coup, c'est une œuvre qui va rassembler les gens. Ou et un là, genre. c'est à peu près. Ou un genre qui va rassembler. Tout ce qui est zombie, par exemple, revient très fortement à chaque crise économique. Oui, bah voilà, en fait, c'est des trucs aussi qui rassemblent. Tu peux checker. C'est aussi des trucs qui rassemblent et qui permettent aussi de faire parler aussi les gens. Et en fait, c'est ça, en fait, pour moi, ce qu'ils veulent mettre en avant. Et j'avoue que bon, c'est un peu de tapis de mièvrerie, mais le global, c'est ça. C'est un petit peu ça aussi le problème de la fin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es obligé de montrer des gens de montrer des émotions aussi fortement et que t'arrives pas à les faire ressentir au lecteur, c'est peut-être là où t'as un peu foiré ta fin. Ou tes personnages. Non, c'est pas que c'est foiré. Après, là on critique la forme, mais le fond en lui-même, il raconte l'histoire d'un mec d'un auteur de comics qui raconte le monde. Donc du coup, si la note de fin c'est de donner une note d'espoir en disant j'ai le pouvoir de rassembler les gens, c'est un message surtout, je pense, qu'il veut faire passer à la fin. C'est un message qui est intéressant. Après, la forme, effectivement, on peut dire c'est mièvre. Moi j'ai retenu juste le message. Bon alors, attention, parce que je vais parler de deux choses un peu ambivalentes. La première chose, c'est que tu as l'impression de te faire avoir, parce que dès le début, tu pars dans un thriller, dans un polar. Juste, tu as été déçu par la fin. Non, j'ai pas été déçu, parce que non, j'ai pas été déçu. C'est une vraie question. C'est juste que t'as l'impression de te faire avoir, parce que tu commences avec un thriller, un polar, t'as des complots, tu veux la réponse, tu te dis bah voilà, je vais avoir quelque chose, et tu finis sur un message philosophico-écologiste humaniste, et tu te dis mais du coup c'est quoi le rapport? Mais moi je voulais un thriller, et je tombe avec Nicolas Hulot qui me dit sauver la planète. Coup, alors attention, parce justement, que c'est très bien qu'un auteur connu fasse ce genre de choses et amène justement un lecteur qui n'est peut-être pas préparé à avoir ce genre de fin, à connaître justement, de montrer que hey, les mecs, vous faites de la merde sur la planète, avec le message de fin qui dit les enfants c'est l'avenir. Parce que c'est vraiment ça à la fin. L'enfant sauvera le monde, c'est ce qu'il dit dans sa BD. Donc c'est vraiment le message qu'il veut faire passer. C'est qu'à la fin, les seuls qui peuvent sauver la planète, c'est les enfants, c'est la nouvelle génération, c'est la future, etc. Donc c'est très bien, mais c'est juste que t'as l'impression, tu fais ouais, mais je voulais un thriller. Et puis du coup, tu fais bon, c'est pas grave, c'est un truc écologique. Mais c'est bien. Mais du coup, il te surprend. Parce qu'un thriller, ça finit toujours mal. Donc, du coup... Oui, non, mais ça te surprend, mais du coup, t'as pas tes réponses à tes questions en fait. Parce que tes complots, ils sont pas passés. Oui, mais les complots, ils ont plus d'intérêt à partir de... Ah non, mais du coup, voilà, il y a plus d'intérêt. Du coup, tu te dis, j'avais commencé avec un thriller. Après, on spoil la mort, mais quand Kevin Yamagata se fait tirer dessus, les gens pour moi, c'est fini, quoi, tu vois. Les gens nous écoutent, les gens ont tout lu. Du coup, ouais, mais tu savais qu'il allait revenir, franchement. Non, mais le problème, c'est qu'on te dit à un moment, en gros, si tu fais pas ça, la Terre va disparaître. Donc on se dit, ah merde, faut absolument qu'il fasse quelque chose. Ensuite, finalement, la Terre ne disparaît pas. Et puis après, rebelote, faut faire ci, faut pas faire ça, parce que sinon la Terre va disparaître et c'est un peu infini. Après, non, mais c'est surtout qu'il dit qu'il y a plein de terres et que déjà, elle, c'est la dernière. Et du coup, tu dis, bon, s'il dit ça, c'est qu'il va y avoir quelque chose et qu'il va y avoir des mondes parallèles. Alors que non, il dit ça juste pour faire. Justement, pour te dire qu'il y en aura pas. Super. Là, c'est le fusil de Tchekhov qui n'est pas utilisé, quoi. Alexis, t'as été déçu, toi, par la fin? Alors oui. Mais en fait l'analyse qui tire de notre époque est vraiment intéressante, notamment sur le côté aujourd'hui il n'y a plus d'État qui a vraiment une influence sur nos vies, c'est plus des multinationales capitalistes qui dirigent. On voit en fait Billy Bat, à la base c'est des comics, mais ça devient donc des parcs d'attractions et à la fin ils gèrent l'eau, ils gèrent les ressources de la planète. Et en gros ce message là est intéressant, mais je rejoins tout ce qu'on a dit là en fait, c'est que le message est intéressant, je pense qu'il est pas forcément très bien amené. Que le côté tout le monde pleure à chaudes larmes, c'est un peu forcé parce qu'effectivement dans les autres séries on n'avait pas besoin d'avoir beaucoup de séquences émotions. Au contraire, ce qui était bien fait, c'est qu'on en avait une où les personnages se retrouvaient après 20 ans de séparation et voilà, ça suffisait, il y avait 3 cases, l'émotion était là, alors que là on en fait des tonnes. Donc le message m'intéresse, j'ai trouvé intéressant, l'ambition aussi qu'il y a derrière est intéressante. Je pense que vraiment c'est sur la forme que ça pêche. Et d'ailleurs on avait discuté sur le forum à l'époque, mais j'avais même pas tilté qu'on sait pas du tout ce que deviennent Jackie et sa fille. Et j'avais lu le truc et je m'étais même pas posé la question de savoir ce qu'elle devenait, ce qui prouve qu'on s'en fout. Moi j'étais déçu parce que je pensais que je pensais que Jackie allait finir avec Kevin Yamagata et c'est pareil, t'as d'autres personnages aussi qui tu vois, Kevin Yamagata, on sait qu'il meurt après 100 ans, etc. Il meurt moi, il y a un truc que je reproche aussi à cette série, c'est que mine de rien, il y a un ou deux personnages qui meurent, mais la plupart des personnages qui se font tirer dessus, ils reviennent. Oui, c'est ça. Donc au bout d'un moment, tu fais. Ils se font tirer dessus, qui se font couper le bras, qui se font couper la main, qui dessinent. Et surtout Kevin Goodman, qu'on pensait frigide, on découvre qu'en réalité. Il est vraiment sorti avec une fille. Avec l'avocat. À la fac, ouais. Donc, qui sort de nulle part. Et qui revient. Après, en fait, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a le côté thriller et tout. Moi,
dans un thriller, c'est normal qu'il y ait des gens qui meurent. Et qu'un héros meurt, tu fais oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est trop cool. Ah, en fait, il est là, il est vivant. Du coup, effectivement, ça alors que Ace, il est mort, et il est bien mort, les gars. Je vous le dis. Est-ce que ce serait pas une critique méta des happy end peut-être, et une critique du manichéisme en général, puisqu'au final, on part en principe d'une chauve-souris blanche et une chauve-souris noire, puis finalement, il y en a 3. En fait, pour moi, c'est la conscience, la chauve-souris, donc c'est pour ça que le twist du 3, on peut le voir venir. Oui, oui, on le voit venir, mais est-ce que c'est pas une critique du manichéisme en général? Oui, aussi. Pour dire que déjà la blanche et la noire c'est pas forcément la méchante et la gentille, et qu'en plus il y en a une troisième qui est au milieu, donc au final il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, il y a 3 protagonistes chauves-souris. C'est vraiment aussi dans la culture asiatique, et c'est le yin et le yang, du coup. Mais ils sont 2 dans le yin et le yang. Oui, mais dans le yin et le yang, mais le 3 c'est le cercle. En fait, t'as le yin et le yang et la conscience qui entoure le yin et le yang. Oui, mais en fait, même dans la culture asiatique, t'as toujours le yin et le yang et la conscience spirituelle. Du coup, la conscience spirituelle, c'est le Billy Bat, le 3e, et le yin et yang, du coup, ils sont toujours à 3. Dans toutes les divinités, c'est toujours la même remarque qu'on fait, quoi. Et le yin et yang, c'est pas forcément bien ou mauvais, c'est juste noir et blanc, et ça dépend de l'interprétation que nous on en fait. Le bien et le mal n'existent pas vraiment. En fait. C'est ton ton interprétation. Ton point de vue. Dans les cultures spirituelles asiatiques, c'est toujours qu'est-ce que nous on va faire, comment on va interpréter les choses, qui va définir en fait nos actes et nos intentions. Et en fait, c'est ce qui est représenté dans Billy Bat. Mais après, c'est vrai que pour une culture européenne, c'est un peu plus difficile de comprendre. Même dans le manga en général, on est quand même habitué à des méchants, des gentils. Le méchant deviendra gentil peut-être plus tard, mais en tout cas, c'est un méchant et c'est clair. Après, c'est ce qu'a toujours fait Urasawa, c'est que le méchant, en fait, au départ, c'est quelqu'un de diabolique, et puis au fil des tomes, on se rend compte que il a eu un traumatisme d'enfance ou un passé qui fait qu'en fait c'est lui la victime et que du coup le héros est pas si clean que ça. Ça c'est un autre podcast. On a déjà fait. De toute façon sur Billy Bat on a une liste de sujets incroyables. Mais après pour conclure, je pense que c'est le cas d'aucun d'entre nous, mais ce qui serait intéressant en fait c'est d'avoir l'avis d'un lecteur sur Billy Bat, mais d'un lecteur ou d'une lectrice qui a jamais lu du Urasawa avant. Parce que pour le coup, je pense que le fait de connaître un peu ses thèmes fétiches et ses ficelles scénaristiques, ça, pour moi, c'est en grande partie ce qui gâche un peu le plaisir. Parce qu'on s'attend vraiment il y a beaucoup d'éléments qu'on voit venir parce qu'on connaît son œuvre et on sait comment il fonctionne. En fait, bizarrement, moi, parce que quand j'ai lu Billy Bat, je me rappelais plus de ce que j'avais lu dans Monster. Du coup, moi, quand je l'ai lu, Billy Bat, j'ai repris comme si j'étais en mode fresh to fresh, quoi. Et 20th Century Boys, ça t'a pas. Et 20th Century. En fait, c'est vraiment. Bon, après, c'est vers la fin, j'ai fait ah oui. Ça me rappelle quelque chose. C'est quand même assez proche. Un peu à 20th Century Boys, mais au début, quand j'avais vraiment lu Billy Bat, c'était je prends ça comme un truc complètement détaché. Ce qui est incroyable, c'est que malgré tous les quelques défauts qu'on a pu évoquer, c'est une série qui est d'une maîtrise narrative assez incroyable, quoi. C'est-à-dire que même si c'est ultra ambitieux, ultra compliqué avec plein de personnages, on n'a même pas de héros comme on a dit tout à l'heure, c'est un truc qui est hyper fluide à lire, quoi. Enfin, moi je sais que c'est une série que j'ai pas lue de façon très régulière, j'ai lu de façon assez chaotique, des fois il y avait des gaps de 3 mois et tout ça, mais j'ai l'impression d'être perdu quand je reprends un nouveau tome, mais non, en fait en quelques pages je suis replongé dedans et je me rappelle de ce qui s'est passé. Sachant qu'en plus la tomaison et la fin de tome, entre le début d'un tome et la fin de l'autre, on a switché d'univers de toute façon à chaque fois. Il n'y a pas de continuité. Chaque tome limite a sa petite unité et c'est un tour de force qui est... Enfin moi c'est un auteur qui me... Mais c'est vrai qu'on est jamais perdu. Alors moi c'était juste le reproche, c'est... j'ai l'impression que les personnages ne vieillissent jamais, même si on voit les époques, etc. Kevin Goodman, pour moi, il ne vieillit jamais. Si, à la fin, il a les cheveux blancs. Mais il est juste à la fin. Mais à un moment, il y a sa copine qui a 40 ans, il a la même tête qu'il avait 20 ans. Du coup, ok, il est noir, mais je veux bien, tu vois. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, j'étais souvent aussi perdu juste dans la trame narrative, juste au niveau des personnages. Mais effectivement, de reprendre quand tu veux, de reprendre genre après 3 mois et de relire, tu fais en fait, t'es pas perdu. Et le fait de découper aussi comme un polar, le découpage technique, c'est juste impressionnant, assez impressionnant. C'est une série que je continuerai à conseiller à des gens. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'était pas peut-être trop ambitieux ? Les verts, moi aussi. Ouais, mais moi, c'est ça, c'est peut-être trop ambitieux, parce qu'effectivement, il y a plein de choses. Et puis, tu disais tout à l'heure, Alexis, que il y a Nagasaki, c'est peut-être la partie complot, et Urasawa, la partie... réflexion sur l'auteur et tout ça, sur la condition d'auteur. Effectivement, c'est peut-être ces deux choses, chacun qui a ses obsessions, font qu'au final, tu arrives à un truc avec une œuvre où il y a trop de choses, quoi. Ça devient vraiment... Ils bossent pas ensemble sur le prochain travail d'Urasawa ? Non, c'est Urasawa tout seul.
Et donc du coup, et Nagasaki fait une autre série, un thriller là, qui va sortir chez Kiun au mois de janvier ou février de l'année prochaine, de 2018. Mais effectivement, on ne sait pas s'ils vont bosser ensemble là tout de suite, c'est pas prévu. Moi je pense que, il y a peut-être une confusion sur les annonces de nouvelles séries, mais je pense il y a une nouvelle série d'Urasawa qui est prévue en plus de Mujirushi, parce qu'en plus c'est une série courte. Donc à voir si c'est toujours avec Nagasaki ou s'il part en solo. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux, quoi? Billy Bat, on a donc une liste de choses à dire dessus qui serait très très grande. Mais si vous voulez savoir ce qui s'est passé avec Nagasaki, allez sur la base secrète. Du coup, il y a un dossier dessus, parce que moi je voulais savoir si vous voulez c'est ce mec. Ce mec qui était son éditeur, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, ma théorie personnelle, c'est que dans Billy Bat, Finney, donc l'agent un peu louche là, qui œuvre pour Chuck Culkin, je pense que c'est un avatar de Nagasaki. Ne serait-ce que dans la ressemblance physique, si vous regardez un peu des photos. Ouais, c'est vrai. Au début, je pensais qu'il était méchant, mais ouais, il est méchant, mais voilà. Bah, c'est jamais très comme Nagasaki. Comme un éditeur, pour un auteur. Il est méchant, mais pas toujours. Le mot de la fin, vous en avez chacun le droit à un mot de la fin. Allez-y, n'hésitez pas. Prenez la parole. Flavien. Ouais, non, je vais le prendre. Le mot de la fin de mon côté. Pour moi, Billy Bat, c'est quand même une œuvre qui transcende les genres, qui transcende aussi l'esprit. Et pour ça, je le recommanderais aussi à tout le monde, parce que c'est quand même une belle piste de réflexion sur la condition de l'auteur, le lecteur, et en même temps sur un peu ce que l'esprit que peut jouer et la créativité. Moi je trouve qu'on arrive avec un message de fin très bien, qui est à partir d'une histoire très complexe de thriller, de saut dans le temps, etc. On arrive à un message simple: arrêtez de faire de la merde. Et du coup je suis assez d'accord avec ça. Mais en même temps t'as pas les réponses. De quoi? Pour arrêter de faire de la merde? Bah oui, du coup on n'a pas la réponse pour le complot, mais ce qui compte c'est le message simple final. Robin? Alors moi c'est peut-être pas ma série d'Urasawa préférée, sans doute pas, mais c'est tellement une œuvre, ça représente tellement ce qu'est la BD pour moi et pourquoi j'aime la BD que je la conseillerais. C'est pas non plus ma préférée, parce que plutôt pour moi... Voilà, moi aussi je préfère plutôt, mais c'est quand même, je trouve, une série qui a une qualité exceptionnelle. C'est plutôt et que je conseillerais les yeux fermés. Je la conseillerais aussi les yeux fermés, 5, 6, 7, 8, 9 tomes de trop pour moi. Mais ça c'est du détail. C'est pas grave, c'est comme un film qui est trop long mais que t'as aimé, tu te dis... Regarde, j'ai vu le nouveau Blade Runner hier. Il est peut-être un petit peu trop long, mais au final c'est quand même bien, quoi. Le mot de la fin pour toi, Alexis. Oui, pareil, je dirais que c'est une série à lire. C'est pas le meilleur Urasawa à mes yeux, mais vraiment pour les 14-15 premiers tomes c'est un incontournable, parce que dans la narration, dans le côté, on a vraiment des fois l'impression d'être devant un film littéralement. Et en plus de ça, ça c'est le côté base secrète qui parle, mais quand on fait des recherches un peu sur les périodes historiques évoquées, c'est assez dingue de voir, en fait, c'est de la fiction, mais en même temps il y a des détails très précis, notamment sur l'affaire Kennedy, qui sont repris et qui servent dans l'intrigue. Et du coup, faire le parallèle entre la fiction et la réalité, ça ajoute vraiment une dimension supplémentaire à la série. Merci à tous, on essayera de faire une autre émission sur Billy Bat, je pense en 2018. Il y aura d'autres trucs à dire. Il y a Cagnard qui traînait tout à l'heure et il avait envie de dire des choses aussi. Il fulminait. Il est plutôt d'accord avec ce qu'on dit aussi. Mais il est toujours d'accord avec nous de toute façon. Les murs, les gars. Alexis, tu reviendras, je l'espère. Mais en attendant, je vous propose un petit quiz sur les chauves-souris dans la pop culture. Messieurs, je vais maintenant vous exposer les règles de notre grand tournoi. Le premier qui tombe, s'évanouit ou déclare forfait, perd aussitôt le match. Il est bien sûr interdit de tuer son adversaire. L'heure du quiz, donc c'est très simple. Je vais prendre un stylo. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Non, je vais pas dessiner, je vais vous poser des questions et il va falloir répondre le plus rapide à évidemment le point. C'est un quiz sur les chauves-souris dans la pop culture. Batman. La première réponse n'est pas Batman. Ce serait trop facile. Ça aurait été trop facile. Dans quel film, avec Robin Williams, une nuée de chauves-souris sort de la cheminée? Jumanji. Jumanji. Mais oui. Un point pour Robin. Ah d'accord, on en est là. Qu'est-ce qui se passe dans les cheminées? Dans quel long métrage de Disney du début des années 80 une chauve-souris est dans le camp des méchants? Oh putain, je sais. Rasputin, mais c'est pas Disney. Non. Merde. Non, c'est pas. Fidget est le nom de la chauve-souris.
Fidget. Dans un Mickey. Il y a une histoire d'enquête. Bernard et Bianca. Basile, détective privé. Basile, détective privé. Putain, mais personne le connaît. Basile. Putain, c'est devenu le nouveau Flavien. Il existe un film d'horreur au nom simpliste sur les chauves-souris. Nosferatu. À votre avis, comment s'appelle-t-il? La chauve-souris. Dracula. Non, c'est un film américain. Bold. Très simpliste. Bot Smile. Comment on appelle le film d'horreur sur Bat? Eh oui, effectivement. On connaît tous Batman. C'est nul. On est d'accord? Un homme dans un costume de chauve-souris, c'est Batman. Mais comment s'appelle l'autre super-héros chauve-souris de DC Comics? Bad Bat. Boy. Non. Batmobile. Batman. Non. Non. Batgirl. Non. C'est un homme. Nightwing. Non. Nightwish. Mais non, c'est pas une chauve-souris, Nightwing. Ah bon? Blade. Ça ressemble beaucoup à Batman. Bad Boy. Non. Batwoman. Bad Boy. T'as dit quoi, Alexis? Bad Boy. Non. Mais non, j'ai dit Batwoman. Ah, j'ai entendu Non. Bad Boy. C'est un homme. Bad Child. Non. C'est pas un homme dans un costume de chauve-souris. Man Bat. Man Bat, bonne réponse. Man Bat est l'autre héros chauve-souris de Du coup, DC, c'est une chauve-souris effectivement. en fait, tout court quoi. Non, c'est un homme chauve. Quel Français a écrit l'histoire La chauve-souris et les deux belettes? Mano. Non. La Fontaine. Qui a dit La Fontaine? Moi. Bonne réponse, bravo, Flavien. bravo. Jean de La Fontaine. La fable, c'est une fable de La Fontaine. La chauve-souris et les deux J'ai lu belettes. toutes les fables de La Fontaine. Dans les croyances populaires occidentales, que faisait-on aux chauves-souris pour se protéger du mauvais sort? On les clouait sur la porte. Putain, mais Quelle j'allais le porte? dire. Devant l'entrée. Celle de gauche. D'entrée. Celle de derrière. La porte de derrière. La porte de la grange, mais je te l'accorde quand même. Robin a 3 points, tous les autres ont 1 point. Est-ce qu'il y aura un truc avec détective animalier Ace Ventura? Non. Ah. Je vous demanderai un manga avec une chauve-souris qui sort en fin d'année en France. Batman. Et Justice League. Et Justice League. c'est Flavien le plus rapide. Un personnage de la saga Final Fantasy avec des ailes de chauve-souris. Lulu. Lulu? Le type, la race, hein, l'espèce. Le Mog. Le Mog, bonne réponse. Ouais, Le Mog, c'est une chauve-souris. Non, il a Ça, des il a ailes de des ailes de chauve-souris. Violette. Dans quel manga une chouette et une chauve-souris tendent un piège au personnage principal du manga? Hunter x Hunter. Bonne réponse. Oh là là, mais t'as révisé, hein? Quoi. Plutôt. Dedans, on te demande souvent si c'est avec la noire ou la blanche que tu discutes. Billy Bat. Billy Bat, évidemment. J'ai même Mais pas écouté Robin la était question. bien largement devant une victoire de Robin. sur Vendu, il a révisé. Vendu. sur les chauves-souris dans la pop culture. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci d'avoir participé. Hashtag 5DC pour discuter. www.labassesecrète, comme ça se prononce, .fr. Arrobas la base secrète sur Twitter. Sur Twitter et sur Facebook et Instagram. Bah parfait, On est partout. bientôt. Nous c'est manga.tv, la 5ème de couve, hashtag 5DC. On vous dit au revoir, on vous dit à bientôt, on vous dit merci. Ciao, salut. Salut. C'était une bruit de chauve-souris. Je fais ça. Flap, flap, flap.